Bienvenue pour cette sixième table ronde de la première édition d'OpenTech 4.0, une table ronde qui va traiter des profils technologiques avec un focus sur les filières de formation des écoles jusqu'au cabinet de recrutement en passant par des startups spécialisées dans l'apprentissage. Donc les profils technologiques, comment les attirer, comment les former et comment les faire évoluer. Ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre. En compagnie donc de Benjamin Notelet, directeur Induceo Sud-Ouest, consultant en recrutement. Merci d'être parmi nous, Benjamin. À côté de lui, nous trouvons Benoît Leblanc, directeur de l'École nationale supérieure de cognitique, qui est aussi président de l'AFIA, l'Association française pour l'intelligence artificielle. Benoît, vous nous en parlerez juste après. À côté de lui, nous avons Emmanuel Froutet, donc CEO et fondateur chez Practix. Merci d'être parmi nous. Et puis, à ma droite, Laurent Simon, qui est professeur des universités à Bordeaux INP et au Labri, et qui est aussi un spécialiste de l'intelligence artificielle. J'en parlais avec lui juste avant de démarrer cette table ronde. Messieurs, merci d'être parmi nous. Et pour démarrer tout de suite cette table ronde, donc on a joué à la courte paille avant, et celui qui a gagné, c'est Benoît Leblanc. Et Benoît, en préparant avec vous cette table ronde, donc je vous remercie encore de votre présence et participation, on a échangé beaucoup de choses, on a échangé sur les évolutions des compétences, les transformations que nous vivons. On aurait pu vraiment parler, avec chacun d'entre vous, j'aurais pu parler des heures, parce que vous êtes absolument passionnant. Et finalement, on est arrivé à commenter cette illustration qui se trouve derrière nous, qui est une image qui vient du World Economic Forum et qui présente la chose suivante, un classement, un top 10, donc des compétences les plus recherchées en 2015 et en 2020. Et on voit une évolution absolument très significative, très éloquente, et je vais vous laisser en faire le commentaire, mais peut-être aussi avant, vous allez nous rappeler un peu plus qui vous êtes et qu'est-ce que l'ENSC, s'il vous plaît, Benoît Leblanc. Merci beaucoup. Merci. Oui, brièvement, l'ENSC, l'École nationale supérieure de cognitique, est une école publique de Bordeaux INP qui forme en 3 ans des ingénieurs après recrutement sur les classes préparatoires au métier, on va dire en gros du design UX design, c'est en fait comment faire la conception en faisant le lien entre les codeurs, les développeurs et puis les usagers, les gens qui ont des besoins. Et donc c'est traduire le besoin des usagers pour les codeurs ou traduire ce qu'ont fait les codeurs pour les usagers. Donc des gens naturellement portés vers la transdisciplinarité, c'était le sujet de la table ronde précédente. Exactement. Et on retrouve bien ça dans les activités éducatives aussi. Alors ce que je voulais dire, c'est quand on a discuté un petit peu ensemble là, de ce schéma, c'est qu'en fait tout ça s'inscrit dans une grande dynamique. C'est-à-dire que c'est pas en 2015 que les choses ont commencé, c'est pas en 2020 que ça va s'arrêter. Il y a vraiment une grande dynamique. Moi j'aurais tendance à regarder les choses avec un petit peu de recul et voir qu'effectivement, des années 80 aux années 2000, en fait, on a eu toute une numérisation de la société et on a vu que toutes les entreprises se sont mises à se numériser avec des systèmes d'information qui sont mis en place. Même certaines entreprises se sont organisées autour du système d'information. Et les systèmes d'information sont venus modifier les métiers autour des données, de ce qu'on pouvait avoir et ce qu'on utilisait. On est passé brièvement, en 20 ans, ça a mis quand même un peu de temps, mais on est quand même passé successivement, je veux dire, du papier au fichier, donc la façon de coder les choses, et on voit bien que les éléments pour les métiers ont été un petit peu différents. On assiste maintenant à, c'est pas une accélération, c'est un prolongement de ce dispositif avec les data, avec l'IoT, avec le cloud, l'intelligence artificielle, tous ces éléments sont en train de venir finalement compléter ce qui existait dans le système d'information. Et forcément, il y a des métiers qui vont changer par rapport à ça. Et c'est comme ça que je cherche à lire le schéma qui est derrière, sur lequel j'ai regardé en fait la différence et le jeu de cette différence, où est passé Charlie, ou ce que vous voulez, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que étaient en 2015 2 éléments qui sont l'active listening et la quality control, qui ont disparu, qui sont plus là, et qui ont laissé la place finalement à emotional intelligence et puis cognitive flexibility. Alors je ne sais pas qui a laissé la place à qui, hein. On pourrait commenter dans un sens ou dans un autre, mais ce que je vois, c'est qu'on est passé vers des choses de plus en plus individuelles, de plus en plus personnelles. C'est-à-dire que ce qu'on peut appeler alors il faut voir aussi quand même que sont restés dans le top 10 hein, des éléments comme résoudre les problèmes complexes. Ça c'est effectivement le premier, ça reste d'actualité. Ça n'était pas le cas il y a 10 ans ou 15 ans, on voit que c'est là, ça va rester encore quelques années. Et puis après, le critical thinking, la façon de penser un peu critique, ou bien la créativité, tout ça, c'est des choses qui sont bien montées,
qui existaient avant, mais qui sont bien montés. Mais ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ont disparu, ceux qui sont arrivés, qui sont, à mon avis, qui signalent un petit peu la tendance qui est en train de se faire. Et on voit que quand on fait appel à l'intelligence émotionnelle, on fait appel à ce qu'on appelle les soft skills, mais sans doute, non, pas seulement pour se connaître, pas seulement pour apprendre à qui je suis moi et qu'est-ce que je peux faire, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Et donc comment je peux faire des actions avec cette intelligence émotionnelle, comment je peux savoir finalement qu'est-ce que ça va provoquer chez les autres, comment je sais savoir comment vont communiquer les gens les uns avec les autres. Et donc ces deux choses-là, où la cognitive flexibility, c'est la façon d'orienter les choses. Donc on n'est plus dans le contrôle qualité du travail, mais on est plutôt dans une espèce de projection de potentiel et surtout de l'individualisation et de la manière dont ces soft skills peuvent être mis en action dans un métier. Alors ce que j'ai trouvé très intéressant aussi en échangeant avec vous en préparant cette table ronde, c'est que vous m'avez dit, mais là on pourrait croire qu'il y a une forme de prime ou de surreprésentation de ces fameuses soft skills, sauf qu'en réalité, ce que vous avez sous-entendu, Benoît Leblanc, c'est que en fait, les compétences techniques, elles ont été tellement absorbées qu'elle ne figure même plus finalement dans les prérequis parce qu'on considère que c'est acquis, c'est de base, c'est ça ? Oui, tout à fait. La technologie est de plus en plus prégnante. C'est-à-dire qu'une société, une entreprise, ne peut pas produire quelque chose, que ce soit un objet, un service ou n'importe quoi à vendre, si vous voulez, sans qu'il y ait de la technologie. Ça a été tellement pervasif qu'il y en a partout. Et donc forcément, il faut ces qualités-là. Mais en plus de ces qualités, ça n'est pas suffisant. Il faut être capable d'avoir ces éléments qui sont des éléments de soft skills en opération. Bon, merci Benoît Leblanc pour cette introduction à cette table ronde. Je trouvais que c'était justement une façon assez intéressante de souligner les enjeux. Et on va les rappeler, les enjeux, avec cette première question justement. Comment ces profils technologiques, alors pourquoi est-ce qu'on parle de profils technologiques aussi, on peut se poser la question, c'est que quelle est l'idée derrière? C'est qu'on dit de plus en plus que les entreprises en recherche de compétitivité doivent justement surfer un petit peu sur la vague de la révolution numérique et donc devenir, de fait, en intégrant ces technologies, devenir des entreprises technologiques. Et donc on se dit, entreprise technologique égale profil technologique. En gros, c'est quels vont être un peu ces profils, ces talents qui vont venir remplir ces postes. Voilà ce qu'on sous-entend derrière l'idée de profil technologique. Et donc maintenant, la question que je vais poser, c'est comment les attirer, ces profils. Et j'ai encore envie de vous laisser la parole, Benoît Leblanc. Comment les attirer? Parce que vous êtes donc responsable d'une filière d'ingénieurs, enfin vous êtes responsable d'une école. Vous m'avez dit, mais moi, j'ai pas de problème à les attirer. Vous m'avez dit, moi, j'ai un problème de croissance. En fait, je n'arrive pas à répondre à la demande. C'est-à-dire que la question est mal posée déjà ? Alors, bon, on est sur des écoles d'ingénieurs, donc on est sur des profils où les jeunes sont en appétence sur les technologies. On pourrait croire qu'il y avait une déshérence des filières scientifiques, mais en fait, c'est pas vrai. Les jeunes sont quand même en appétence de comprendre, de mécaniser, de voir comment tout ça fonctionne. Et bien sûr, les entreprises sont en attente de profils de type ingénieur, parce que ça veut dire quelqu'un qui a une technique, qui a des méthodes, qui sait travailler là-dessus, mais qui est capable de se former et de continuer, qui est capable d'investir sur le futur. Donc c'est pas quelqu'un qui va rester sur la technique qu'il a appris à l'école, c'est quelqu'un qui va s'en servir pour la suite. Donc évidemment, les entreprises aiment bien les profils ingénieurs, les jeunes aiment bien la techno et comprendre comment ça marche. Donc oui, il y a ce lien qui est là. La particularité peut-être qu'on peut avoir sur la filière en cognitique, c'est qu'on va à la fois développer la technologie et ses facteurs humains, tous ces éléments qui sont des éléments de compréhension physiologique, psychologique de ce qu'est l'humain. Ce qui veut dire, je crois, je ne peux pas l'affirmer, mais enfin en tout cas c'est une tendance forte, qu'on amène du sens dans le numérique. Un des problèmes du numérique et de l'informatique, c'est que finalement, c'est quelque chose qui devient austère, bleu, froid, qui est vide de sens. En mettant de l'humain à l'intérieur, tout de suite, ça devient rose, ça bouge, c'est plus rigolo. Est-ce que c'est pour ces raisons que dans vos filières, vous avez 50% de femmes ingénieurs? Alors, c'est un constat. Je ne sais pas où est la relation de cause à effet, en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on attire autant de jeunes filles que de jeunes garçons dans l'école, oui, tout à fait. Ouais. C'est une filière numérique à part entière. Alors cette question sur la croissance, c'est comme ça que vous la formulez, c'est-à-dire que vous avez un problème de croissance, vous voudriez former plus d'ingénieurs pour envoyer justement plus d'ingénieurs formés sur le marché. Benjamin Notelet, vous, la direction d'Induseo Sud-Ouest, en tant que consultant en recrutement, vous avez accompagné d'ailleurs récemment, vous m'en parliez tout à l'heure, des startups très prometteuses qui ont fait des levées de fonds absolument très importantes pour le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, plusieurs dizaines de millions d'euros, et donc ont besoin
justement de voir leur rang être garni par de nouveaux talents. Est-ce que vous aussi, vous constatez finalement, à côté de vous, vous avez un directeur d'école d'ingénieurs et vous manquez aussi d'ingénieurs, vous n'en trouvez pas assez. Comment ça se passe concrètement ? Alors, en fait, il y a une vraie tension aujourd'hui effectivement sur le marché. Je pense que la révolution numérique va très vite, quels que soient les métiers, quelles que soient les applications industrielles. Et finalement, il y a des formations, mais il n'y a pas encore assez de monde. Donc, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de... et les demandes sont aussi très concrètes, très précises, avec des besoins en fonction des applications qui sont très, très ciblés. Et finalement, elles sont tellement parfois ciblées qu'on n'arrive pas à trouver les compétences naturellement. Donc après, on va faire appel à différents soft skills et on va essayer de projeter les industriels ou voilà, les entreprises de manière générale aussi à ouvrir un peu leur chakra et de se dire voilà, on a 60% de compétences techniques, 70%, et puis finalement les 30%, il faut aller les chercher et cette personne a les compétences. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à prendre un petit peu de temps et à l'accompagner ? Donc en fait, finalement, c'est une discussion. Il y a un delta de toute façon, et on le voit, il y a une tension sur le marché qui est forte. Donc l'ouverture d'esprit permet, je pense, aussi, et la formation, de pouvoir pallier à ce nombre de compétences. Donc la formation, c'est important. Je me rappelle, il y a quelques années, je discutais avec Ubisoft qui envisageait d'ouvrir un studio à Bordeaux. Et il me disait, Marc, on vient seulement, et si seulement, il y a un senior gameplay programmeur. Bon, c'est une espèce très particulière de programmeur. Et effectivement, il n'y en avait pas. Ça n'existe pas, en fait. Hein. C'est un peu comme les ours blancs, je ne sais pas moi, en Ardèche, par exemple. Sauf qu'en fait, ils se sont quand même installés. Ils ont quand même ouvert, ils ont quand même pu recruter, puisqu'en fait, ils ont réussi à former, et puis surtout, ils ont trouvé sur le tas des gens qui, finalement, après peut-être une seconde lecture, cochent toutes les cases, en fait. Donc parfois, on peut savoir former, savoir accompagner. Est-ce que c'est aussi quelque chose où vous trouvez des accommodements ? Est-ce que vous allez travailler avec des structures particulières de formation ou d'accompagnement pour de la montée en compétences ? Ou comment vous faites pour dire à votre client, par exemple, quand il cherche un mouton à 5 pattes, qu'il n'est pas encore sorti de l'ENSC ? Alors ça se prend dès le démarrage, donc il y a un travail avec les écoles, et je dirais même avant les écoles d'ingénieurs. Par exemple, que ce soit sur des bacs pro, BTS ou même sur le cursus universitaire, il faut aller démontrer concrètement les applications d'aujourd'hui et accompagner les jeunes en fait à voir ce qu'est concrètement l'industrie ou même la révolution numérique d'aujourd'hui et de demain et de les projeter. Et je parle beaucoup de projection parce que sans projection, finalement, tout est un petit peu abstrait et on ne va pas au bout des choses. Il y a eu, je fais un parallèle, il y a eu, je pense, il y a 20 ans, un trou sur la partie un peu métallurgique, enfin, en tout cas de l'environnement métallurgique, et aujourd'hui on s'arrache un peu les compétences au même titre que la révolution numérique. On cherche un chef d'atelier soudeur, on va chercher longtemps. Donc c'est une vraie problématique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai effort sur la formation, sur l'accompagnement, il y a une vraie prise de conscience qui permet peut-être de pallier dans 5-10 ans, en tout cas j'espère, le trou qu'on a aujourd'hui entre les attentes et les compétences. Merci pour cette réponse. Laurent Simon, vous êtes, donc, je le rappelle, professeur des universités à Bordeaux INP, mais vous êtes aussi directeur de la filière informatique de l'ENSERM Mathmeka et co-animateur de l'axe intelligence artificielle. Est-ce que les propos de Benoît, de Benjamin, est-ce que ce sont des propos qui trouvent écho chez vous ? Est-ce que vous constatez la même chose à votre niveau ? Quelles sont vos réalités ? Est-ce que vous avez aussi ce problème de croissance ? Est-ce que vous sentez qu'il y a une tension sur ces métiers, une appétence très forte déjà des jeunes peut-être qui vous rejoignent et puis des entreprises qui sont en demande et qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds ? S'il ne marche pas, il faut en prendre un autre, peut-être. Oui, non, je sais pas. Ouais, ah si, peut-être, c'est ça. Voilà. Il y a une petite latence, tu vois. Donc effectivement, on se posait d'ailleurs la question, il n'y a pas si longtemps, de réfléchir à augmenter les flux de la filière en info, parce qu'il y a une vraie demande en informatique. À l'heure actuelle, on n'a pas forcément les moyens, mais la volonté commence à arriver, et c'est vrai que... Alors on se pose la question au-delà de la filière, on se pose la question en tant qu'école publique,
C'est une question qui se pose aussi à l'université, parce que là on parle école d'ingénieurs, on est sur le site de l'université. L'université aussi forme beaucoup de gens très compétents. Donc c'est important de le dire. Bon, là j'ai l'étiquette NSERB MathMeca, donc on forme aussi des super ingénieurs en informatique avec des spécialités. Alors pour répondre à votre question, en fait nous on va s'adapter aussi. On est très agile, c'est-à-dire que on a une capacité de spécialiser les ingénieurs qui sortent dans des matières qui sont très récentes. Il y a une option en cybersécurité qui vient d'être créée. Il y a une option intelligence artificielle qui est commune avec le NSC qui est dans sa 3e année. Et donc on a cette flexibilité aussi pour s'adapter au marché et répondre très vite. Donc ça, je pense, c'est une particularité des écoles d'ingénieurs d'être capable de mettre vite des compétences du fait qu'elles s'appuient sur des enseignants-chercheurs. Vous êtes agile. Agile, ouais. Agile, en fait, dans la spécialisation. Par rapport à ça, cette agilité, ça ne répond pas directement à la question, mais dans l'attraction, c'est vrai que ce qui est important aussi dans les compétences, et ça trouble un peu les élèves au début, c'est qu'en fait, on va leur apprendre des choses fondamentales. L'IA, en fait, par exemple, derrière, c'est des graphes, c'est des algorithmes, c'est des choses en fait qu'on aurait pu apprendre il y a quelques années dans d'autres matières. Et nous, on a la volonté, et parfois ça les déçoit, de les former sur des choses fondamentales pour les préparer à un changement de technologie dans 10 ans, dans 15 ans. En fait. Et donc ils apprennent toujours, par exemple, on fait toujours du C. Alors qu'en fait, c'est pas forcément le langage le plus à la mode, mais c'est le langage qui sera encore là dans 15 ans. Et c'est un langage qui est hyper important pour eux, pour aller plus loin. Donc pour répondre à votre question sur est-ce qu'on aimerait former plus, j'ai envie de dire oui, et c'est peut-être même un devoir. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, du fait de notre agilité, on devrait être capable d'ouvrir un peu les vannes. Et si plus tard, il y en a un peu moins, et à ce moment-là, on referme un peu. Et voilà, il faut pas qu'on pense à croissance. Il faut qu'on pense aussi à notre rôle dans la société en tant qu'école d'ingé, de former ce qu'il faut comme ingénieur en informatique. Alors, j'ai rien contre les écoles privées, mais sinon, il y a des écoles qui vont les former non pas aux technologies de dans 10 ans, mais à des choses, on va les former en tant que codeur et pas en tant qu'informaticien avec du recul. En fait, on les forme à avoir du recul sur toutes les technologies qui vont mettre en œuvre. Ouais. Finalement, est-ce que vous actez pas quelque part le fait qu'on est passé de l'emploi à vie à l'employabilité à vie? Et finalement, même si je suis ingénieur diplômé de l'ENSERB et que je suis sûr d'avoir un boulot en sortant de l'école, peut-être que dans 10 ans, ça peut changer. Et donc, du coup, avoir travaillé cette employabilité justement avec peut-être un socle de compétences techniques solides, robustes, c'est ça? Ça va me permettre de survivre à la prochaine rupture technologique? Alors, je n'ai pas de doute sur le fait qu'ils vont survivre, mais effectivement, on forme des ingénieurs qui vont avoir des profils très différents une fois en entreprise. Et là, on fait confiance aussi aux entreprises. On parlait de soft skills ou de compétences qui étaient au-delà de la techno. Ils vont trouver leur place là où ils sont bien. En fait. Et on forme autant de profils que d'ingénieurs. Finalement, il y aura des gens qui vont être très techniques. On parlait d'Ubisoft. Ubisoft, ils ont des besoins. On pense tous tout le temps aux jeux vidéo, mais ils ont des besoins en génie logiciel. C'est-à-dire qu'ils ont une pression de qualité de logiciel dans des temps avec des contraintes de temps qui sont très très fortes, et c'est pas du tout rigolo de travailler à Ubisoft dans ces conditions. C'est très difficile, il y a beaucoup de pression, et à la limite on est presque plus tranquille à Thales où on peut reporter éventuellement une livraison, alors qu'à Ubisoft ils peuvent pas, et le jeu doit être envoyé et il sera envoyé. Tout à fait. Alors, pour avoir travaillé dans le jeu vidéo, je vous confirme que c'est beaucoup de stress. Et ça, typiquement, les étudiants, ils arrivent avec une vision du jeu vidéo, ça va être fun. Or, les demandes technologiques sont extrêmes, et on a besoin de... Alors ça renvoie un peu à la table ronde aussi de ce matin, c'est-à-dire que effectivement le logiciel du jeu vidéo fait que la moindre imperfection, le moindre bug va être tout de suite perçu comme une catastrophe et on va rejeter l'expérience. Donc c'est dévastateur pour l'entreprise, donc on ne peut pas se le permettre. Emmanuel Fauté, chez Praktix, vous répondez finalement à ce besoin d'attirer les talents en vous emparant du sujet finalement de l'innovation pédagogique à travers
la réalité virtuelle, c'est ça. Et aujourd'hui, vous travaillez par exemple avec des structures, je sais pas, on peut en parler peut-être comme l'IMA, Evering. Oui, alors effectivement, on a commencé à alors, peut-être la jeunesse du projet, un projet qui est né ici à l'Université de Bordeaux, qui nous accueille, ça mérite de le signaler, accompagné en maturation à l'Université de Bordeaux, puis après à Unitech, et donc on produit des travaux pratiques virtuels, d'abord en biologie, neurosciences, mais on développe de nouveaux TP dans d'autres disciplines. Alors ceux de TP, ceux de biologie et neurosciences équipent désormais les lycées de Nouvelle-Aquitaine. Donc on le trouve dans les lycées de la Nouvelle-Aquitaine. On est en train de déployer là, et à partir de la fin de l'année, les lycéens de Nouvelle-Aquitaine auront accès à ces simulations. À travers quelle plateforme on peut savoir, enfin quel dispositif, quel device? Ils se connectent sur leur ENT, ils ont accès au lycée connecté, qui est donc un dispositif de la région qui équipe l'ensemble des lycées. C'est une plateforme numérique où ils ont accès à un certain nombre de ressources, et ils trouveront d'autres ressources pour faire leur TP en seconde et en terminale notamment. Alors pour revenir au projet avec Evering, Institut de la maintenance aéronautique, on commence à lancer des réflexions sur des travaux pratiques, parce qu'il y a aussi de grosses problématiques en formation pour former les étudiants qui sont en licence, en master, voire même sur des profils bac pro, avec les outils de l'industrie 4.0, dont pour l'instant auxquels ils ne sont pas vraiment confrontés. Ils sont souvent confrontés quand ils arrivent dans le métier, mais ils sont rarement confrontés à ces outils lorsqu'ils sont dans leur cursus de formation. Et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est le but de ce projet-là, qui pourra rassembler d'ailleurs d'autres acteurs, dont certains sont présents ici aujourd'hui, c'est de leur fournir ces outils-là et de les acculturer à ces outils, de manière à ce que dans leur cursus, assez en amont, ils puissent utiliser la réalité virtuelle, la réalité augmentée pour se former et pour apprendre à travailler avec. Donc notre souci d'attractivité à nous, pour les profils, il est de... Alors on est 4, bientôt 5, donc on n'a pas vraiment de... Mais on a des problématiques quand même sur les profils technologiques, même pour une petite structure comme nous, pour essayer de trouver, justement, parce que comme on n'a pas beaucoup de moyens, quand on mise sur un profil, eh ben, il faut que ce soit le bon, parce qu'on ne pourra pas se permettre beaucoup de turnover. Oui. Mais vous voyez bien quand même que vos outils ou vos solutions, elles viennent en appui peut-être parfois de problématiques d'attractivité de filière ou de complexité. Vous situez le curseur à quel endroit entre j'ai envie de dire, efficience pédagogique et finalement outils d'attractivité? Alors il y a un effet d'attractivité sur tout ce qui concerne la réalité virtuelle notamment, qu'on essaie pas de mettre à toutes les sauces, mais qui fait un peu effet de produit d'appel sur certaines formations. C'est un outil qui est très intéressant, et dans le cadre de notre collaboration avec le CATI, l'équipe de Florian Larue qui était là tout à l'heure, on a justement, nous, beaucoup travaillé sur de prémunir de l'effet gadget de la techno dans le processus d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il faut que la techno serve l'apprentissage et non pas l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que la solution soit pensée pour que la charge cognitive de l'apprenant ne soit pas mobilisée entièrement sur les aspects on va dire du gameplay, mais que le gameplay soit juste là pour être le moteur de l'apprentissage et de la concentration sur le contenu. Donc ça, c'est un point de vue... alors moi, je ne suis pas aussi pointu que les profils qui m'entourent sur ces questions, notamment sur la cognitique, mais enfin, on a quand même... C'est pour ça qu'on s'est rapproché du CATI, pour vraiment avoir des solutions qui minimisent un peu l'effet wow, mais qui se concentrent sur l'efficience en termes de pédagogie. Pour répondre à votre question, pour l'instant, le curseur il est un peu difficile à placer. Je pense qu'il y a beaucoup d'institutions qui tentent des choses, et je pense que le curseur il est encore un peu mobile
entre la volonté de mettre en avant des outils numériques innovants et la constatation de leur efficacité sur le processus d'apprentissage. Donc je pense que les gens tâtonnent et même s'il y a de belles réussites, je pense qu'il y a encore beaucoup d'exploration à faire et de recherche pour mesurer la qualité de ces outils. Oui. Donc on voit bien qu'on est dans une transition avec des solutions peut-être aussi émergentes et que donc ça représente une forme de complexité. Laurent Simon, en préparant cette table ronde, vous m'avez envoyé une phrase qui a marqué mon intérêt et qui est assez forte. Vous m'avez dit « Il ne faut pas croire que les étudiants vont se former uniquement en regardant des vidéos sur YouTube ». J'aime bien cette punchline, entre guillemets, c'est-à-dire que quelque part, c'est un peu aussi la limite de la technologie en tant que média et que support, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne remplace pas le prof, c'est ça l'idée ? Oui, je pense que ça c'est... ouais, c'est évident. Nous on l'a vu avec la situation sanitaire, quand on a fait cours à distance, c'est pas évident, quoi. Et pourtant on était derrière, et en fait on peut pas ne pas être actif pour apprendre. Et donc être actif, c'est répondre à des questions. Et quelque part, l'enseignant, il va être là pour poser une question, non pas pour vérifier que l'étudiant a appris, mais pour analyser sa réponse et voir si la réponse contient les éléments qui prouvent qu'il a compris. Et en fait, quand l'étudiant formule sa réponse, en fait, expliquer sa réponse, c'est montrer qu'il a compris. En fait, on peut pas comprendre quelque chose si on n'est pas capable de l'expliquer. Et c'est dans le dialogue en fait que l'apprentissage a lieu, et c'est dans l'action. On a plein de petites choses en fait un peu contre-intuitives, c'est-à-dire il ne faudrait pas donner aux étudiants les transparents. Le fait de venir en classe avec des transparents, c'est pas bon. En fait, ils apprennent moins bien que si on ne leur donne pas les transparents. Pourtant, on le fait parce que c'est plus simple, parce qu'on pense que voilà, comme ça, ils auront les traces. Mais en fait, on le voit nous-mêmes. En fait, on est naturellement feignant. Et si on sait qu'on nous donne des transparents après, on va dire je verrai ça plus tard. C'est-à-dire le support de cours ne va pas favoriser la mémorisation et donc l'apprentissage. Du tout. Alors on peut le donner après, ou on peut donner des supports à trous, éventuellement, mais très clairement, l'apprentissage se fait dans l'action. Le fait que les étudiants ne soient pas, alors ça fait un peu vieux jeu, mais le fait que les étudiants n'écrivent plus sur du papier pendant les cours, je pense que c'est un vrai handicap, parce que c'est le fait d'écrire, de reformuler ce qu'on vient de dire, est vraiment quelque chose de puissant pour l'apprendre. Alors, bon, ils savent faire autre chose qu'on ne sait pas faire. Ils savent chercher peut-être plus vite de l'information. Ils ont d'autres compétences. Mais en fait, enseigner, c'est pas si simple. Et en fait, il y a des faux amis, c'est-à-dire voilà, ce genre de choses au niveau des transparents. Et YouTube, il y a vraiment une période MOOC en fait, où tout le monde crée son MOOC en disant je vais former des gens. Alors il y a un certain succès, mais ça remplace pas un enseignant. Et on parlait d'IA. Je pense qu'un des grands dangers, entre guillemets, c'est pas du tout un danger, hein, mais un des grands problèmes de l'IA, c'est de croire par exemple qu'elle va remplacer des profs ou l'humain. Il ne faut pas que l'IA aille dans les services de médecine pour remplacer des infirmiers, des infirmières. Il ne faut pas qu'elle aille remplacer des aides-soignants ou des aides en maison de retraite ou en EHPAD. Il faut qu'on mette de l'humain là où on a besoin d'humain, dans l'apprentissage, dans le regard, dans l'échange, et qu'on mette de l'IA là où on n'a pas besoin, dans les centrales nucléaires pour aller vérifier les réacteurs nucléaires, là où on ne veut pas mettre d'humain. Et il faut qu'on se ressente là-dessus. Et l'apprentissage, je pense que c'est une question de dialogue entre deux humains. Voilà. Alors, Laurent Simon, vous parlez d'intelligence artificielle, j'ai envie un peu de prendre la balle au vol. Vous me dites il faut pas mettre l'IA là où elle n'a pas sa place. Moi, ce que je sais, c'est que Benoît Leblanc, il veut mettre l'IA à Bordeaux. Ça me va très bien, parce que vous êtes président de l'Association française d'intelligence artificielle. Je ne peux pas passer ça sous silence. Benoît Leblanc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Et surtout, c'est pour ça que je veux vous en faire parler, en quoi est-ce que ça peut être un outil, justement, pour attirer, peut-être aussi former et peut-être faire évoluer ces profils technologiques ? Dites-nous un petit peu ce que vous faites dans cet asso, s'il vous plaît.
Alors, cette association, l'AFIA, c'est la Société savante d'intelligence artificielle. Elle regroupe 300-400 chercheurs en IA au niveau national et ça couvre à peu près toutes les thématiques qu'on connaît de l'IA. Vous savez, il y a les guerres entre les cognitivistes, connexionnistes, les old-fashioned, etc. Enfin, bon. Donc, il y a tous les éléments d'IA sont représentés à l'intérieur. Donc en fait c'est un cercle dans lequel on peut discuter justement des progrès qui existent, des éléments qui apparaissent au fur et à mesure, et on le fait soit au sein de communautés qui sont liées au traitement de la langue, qui sont liées aux apprentissages, enfin, Laurent connaît bien aussi, il fait partie de l'association, hein, etc. On a comme ça des cercles de discussion thématiques, mais il y a aussi des transverses, et ce qui est intéressant c'est ça. Donc, pour répondre à votre question, si on est en train de regarder ce qui est en train de se passer, c'est effectivement sur ces aspects transverses qu'on va l'avoir. Et moi, j'attache une importance à ce que cette association puisse devenir beaucoup plus interdisciplinaire qu'elle ne l'est actuellement. On a vu tout à l'heure sur les tables rondes tout l'intérêt de la transdisciplinarité. Il est clair que l'intelligence artificielle, il faut le dire, n'appartient plus aux informaticiens. Voilà. Depuis quelques années, depuis un peu moins d'une dizaine d'années, quand Barack Obama a fait un discours en expliquant que l'IA allait changer la société, qu'un homme politique, président des États-Unis, prenne la parole et explique qu'il va y avoir des modifications chez tous les citoyens, parce que tous les gestes courants, tous les gestes de la vie quotidienne vont être modifiés, ben on voit bien qu'il y a un impact qui est énorme. Et donc, c'est important que cette association, que les chercheurs puissent discuter de l'IA avec d'autres, parce que il ne suffit pas de le faire, il ne suffit pas de le fabriquer, il faut aussi voir à quoi ça va servir et comment. Et donc il y a eu un plan national qui a été mis en place il y a 3 ans, qui va être reconduit, dans lequel on voit effectivement que l'IA devient, avec des instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle, et avec des éléments qui sont des éléments qui ouvrent la porte à un prof de droit, donc un juriste, des gens qui sont plutôt en économie, des gens qui sont plutôt en sociologie, etc. Et donc tous ces éléments ont besoin de discuter avec l'IA. Et donc, pour en revenir à votre question, j'essaye de pas trop noyer les poissons, mais en fait, la masse de choses qui est en train de nous arriver, ce sont des données. Et donc, on a des capteurs qui sont installés partout, hein, on le voit dans les couloirs de métro en ce moment, là, qu'ils font des publicités sur les montres connectées, qui permettent d'avoir plein d'informations sur soi. On a des choses sur les boîtes qu'on pose à la maison, j'essaie de ne pas donner de termes pour ne pas donner de publicité à l'une ou l'autre des sociétés, mais c'est des boîtes avec qui on discute et on est capable. Donc, on voit que tous ces éléments, c'est de la numérisation. Quand vous appelez un service, que ce soit la SNCF, la Sécurité sociale ou n'importe quel autre service, la conversation est susceptible d'être enregistrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'enregistre et qu'elle va servir à alimenter les bases de données des systèmes qui sont des systèmes d'IA. Donc on voit bien qu'on capte des données et on est en train d'avoir tous ces éléments. Pourquoi? Pour la personnalisation. Et donc l'IA massive sur les données massives va servir à avoir des personnalisations. Et là, il faut qu'on sache ce qu'on veut faire. On peut le faire, mais faut-il le faire? Faut-il le faire sur le côté éducatif? Moi, je rejoins ce que disait Laurent Simon. Je suis persuadé que l'apprentissage, l'éducation, c'est du bidirectionnel. Ça n'est pas monodirectionnel. C'est pas derrière un écran. Ou alors, il faut qu'il y ait un humain derrière l'écran qu'on regarde. Vous voyez, il faut qu'il y ait... Et donc, l'IA va nous ouvrir des horizons énormes, mais il est vital que ceux qui fabriquent ces horizons, les sociétés, les chercheurs, etc., travaillent dans l'interdisciplinarité pour travailler collectivement. Et on le revoit sur ce qui était marqué sur les skills, les capacités attendues. C'est vraiment dans les capacités autour des humains et des échanges. La communication humaine est sans doute l'enjeu du XXIe siècle. Et donc cette association est présente sur Bordeaux, et donc du coup c'est aussi une chose. Elle est nationale, mais c'est vrai que le siège social est à Bordeaux, sur le campus de Talence, puisqu'on l'a ici. Oui. Emmanuel Frotté, je vois que vous voulez réagir. Il faut pousser. Voilà. Oui, je rejoins les points de vue qui ont été exposés là sur l'apprentissage et sur l'intérêt éventuellement de l'IA dans l'apprentissage. Deux choses. Les MOOC, effectivement, il y a eu un grand essor des MOOC. Parce qu'à l'époque, je travaillais sur la formation à distance aussi à l'université. Il y a, je sais pas, le taux d'abandon dans les MOOC, c'est 60%, 65%. C'est quand même assez important parce que les gens sont tout seuls. La grosse difficulté dans l'enseignement à distance, en ligne notamment, c'est le tutorat. La valeur ajoutée qu'on peut apporter, c'est parce qu'il y a du tutorat. C'est l'apprentissage social, c'est le fait qu'on soit plusieurs à échanger en apprenant en même temps. Donc, c'est indispensable, et ça a été aussi la difficulté pour l'ensemble des enseignants confrontés lors du confinement. Vous ne pouvez pas être tuteur de l'ensemble de leur... C'était pas le cas dans le secondaire, mais c'était encore moins le cas dans le supérieur, malgré les efforts, la disponibilité, les forums, les chats, tout ce qu'on veut. Mais au bout d'un moment, ils ne pouvaient pas se découper en mille pour
voilà. Donc, je reviens sur la question de la technologie et les simulations, par exemple. Ça reste un outil. C'est absolument pas quelque chose qui va dire allez dans le labo virtuel, faites votre TP, vous aurez tout compris. Non, non. C'est un passage pour que, par l'expérience, l'étudiant soit confronté à un certain nombre de problématiques. L'intérêt de la solution, c'est que l'enseignant voit le retour d'expérience et peut, de manière individuelle ou de manière globale sur une promo, voir où est-ce que ça pêche et donc remédier derrière. Il s'agit d'un outil, il ne s'agit pas d'une solution. Et je pense qu'effectivement, la technologie dans l'apprentissage, elle n'a d'intérêt que si elle vient servir l'action de l'enseignant et si elle vient, si possible, et peut-être par l'IA, le soulager d'un certain nombre de choses chronophages ou lui donner plus d'informations sur des faiblesses ou des points de remédiation intéressants. Alors, jusqu'où, j'ai envie de poser la question, parce qu'on voit en Chine, par exemple, j'imagine que ça ne vous a pas échappé, des veilleuses pour enfants qu'on installe donc sur les pupitres ou sur les bureaux des enfants et qui sont des lampes qui vont éclairer, mais en même temps qui vont observer si l'enfant est concentré à faire ses devoirs. Est-ce que c'est des choses qu'on peut imaginer adopter un jour ici ou pas ? Non, là, moi je sais pas vraiment vers là que je pense que la technologie a de l'intérêt. Alors le eye tracking, là, pour savoir si on sort si les yeux sortent du champ de vision quand on conduit, je pense qu'il y a un intérêt effectivement. Savoir si on bouge les yeux de sa copie, si ça a un intérêt. Voilà, moi je trouve que là on rentre dans quelque chose d'intrusif, de trop intrusif, à mon avis. Et je pense la technologie peut servir l'apprentissage, mais peut-être pas dans ces retranchements-là. En tout cas. Ou alors, rajouter, ce qui va être intéressant, c'est d'étudier les stratégies que vont faire les enfants pour contourner ça. Oui. Je vois qu'on a tous une petite idée déjà. Benjamin Notelet, justement, c'était un petit peu en introduction que je voulais évoquer cela. C'est-à-dire que entre la confiance et le contrôle, parfois, il y a une relation particulière qui se crée ou qu'on a laissé se développer ces dernières années entre les candidats et les employeurs. Il n'y a pas toujours, comment je pourrais dire les choses, c'est pas toujours la transparence la plus grande, c'est pas toujours la confiance la plus spontanée. Il y a un petit peu d'opacité qui sont entretenues. Est-ce que c'est la pression du marché de l'emploi qui fait ça, qui fait que en tant que candidat, par exemple, je vais courir plusieurs lièvres, en fait, puisque j'ai plusieurs opportunités, je ne vais pas forcément en informer mes employeurs potentiels, ou en tant qu'employeur, eh bien, je vais peut-être faire appel à des outils d'intelligence artificielle ou techniques qui vont me permettre de peut-être me renseigner, peut-être les activités du candidat sur les réseaux sociaux et ce qui correspond bien au profil que je recherche. Quelle est l'observation que vous faites, vous, depuis votre métier ? Quelles sont les réalités que vous apercevez depuis votre point de vue ? Alors tu l'as assez bien résumé, Marc. En fait, c'est un peu un mix de tout. Il y a une évolution qui se fait depuis 5, 7, 8 ans. En fait, tout s'accélère. C'est un peu comme l'industrie. On doit produire plus vite et mieux. Et le marché du recrutement, c'est des candidats et du coup des attentes des clients un peu similaires. On a accès à l'information en fait assez facilement. Sur les avis des avis des salariés aussi directement sur Google. Donc ça fait un petit peu peur parce qu'on peut juger très rapidement de quelque chose qui finalement peut être un petit peu erroné. Et cette notion de transparence est très importante parce qu'elle reste dans le contact humain. On en parlait, en fait l'IA et le contact humain, la relation humaine doit être omniprésente et l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est ce qui a été dit. Mais la transparence fait qu'aujourd'hui une entreprise, si elle ne communique pas correctement sur mes forces, c'est facile, on communique beaucoup sur les forces, on sait faire ci, on sait faire ça, notre marque employeur, mais finalement nos faiblesses, c'est quoi ? Les efforts qu'on doit mener pour arriver à ce niveau-là, c'est quoi ? Si je prends le cas d'un recrutement, par exemple, où l'intégration c'est mal faite, on dit souvent que c'est la faute du candidat, et finalement ça peut être la faute de l'entreprise. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup de transparence. Ouais.
c'est un petit peu difficile d'être un employeur et d'être séduisant en communiquant sur ses faiblesses. Est-ce que ça veut dire que du coup, je vais avoir besoin d'un consultant en recrutement ? Il faut communiquer. Et je pense que c'est la base de tout aujourd'hui, et c'est pas un tabou en fait, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour le candidat. Il faut se dire les choses. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Je prends un process de recrutement qui se fait en 3, 4, 5, 6 phases. Pourquoi déjà est-ce qu'on peut pas le raccourcir? Est-ce qu'on a des choses à cacher au candidat? Pourquoi pas dire au candidat finalement vous êtes 5? Et pourquoi pas dire à l'entreprise, là vous n'êtes pas dans le vrai, vous cherchez des compétences qui existent peut-être à 70% sur le marché, mais les 30% restants, vous n'allez pas les trouver. Donc, ou alors vous n'avez pas une bonne image. Vous n'avez pas une bonne image. Le retour du marché, les candidats nous disent, voilà, vous n'êtes pas la marque employeur, vous n'êtes pas best place to work, etc. Donc il faut dire les choses. Et je pense que ça peut raccourcir les process et ça peut minimiser la tension qu'il y a sur le marché. Oui, Emmanuel Fauté, vous voulez réagir ? Faut pousser. Non, c'est bon. Juste pour un témoignage, en tant qu'entreprise, même petite, et justement petite, la marque employeur, ça commence à se travailler. Et c'est pas simple, parce que comme elle est petite, on est un peu sur 10 000 trucs à la fois. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Avant, moi, quand j'ai commencé à chercher du boulot, on envoyait des CV. Puis les mecs qui ne vous répondaient pas, oui, c'était normal. Maintenant, c'est pas bien vu de ne pas répondre. Ça me paraît logique. Moi qui ai été candidat plusieurs fois, je trouvais très bien quand on me faisait un retour, etc. Maintenant, effectivement, il faut être vigilant sur toutes ces étapes du processus. Et il faut séduire, il faut être transparent. Et c'est une vraie difficulté, notamment quand on est... Praxis, il y a Ubisoft et il y a Praxis, vous voyez, en termes d'attractivité, il faut quand même pagayer un peu. On fournit d'autres choses, c'est quelque chose qui se construit, parce que voilà, quand on met des offres sur des sites, on voit qu'elles ont été vues beaucoup, mais on voit que finalement des candidatures proportionnellement à la vue, c'est pas phénoménal. Donc on voit qu'il y a encore des choses à travailler, et sans doute la pertinence du conseil en recrutement, parce que c'est une vraie problématique. Quand on est une start-up, on doit être sympa, sexy. Est-ce qu'il y a un baby-foot est-ce qu'on peut manger des haribots? Est-ce que vous avez des post-it? Oui, j'ai des post-it, oui, voilà. Des pizzas? Des plusieurs couleurs. Les pizzas, non, parce que j'essaie de les libérer avant l'heure indue du repas. Mais c'est peut-être pas bien vu dans la tech, j'en sais rien. Enfin, voilà. Donc il y a des vraies problématiques comme ça. Oui, Benoît Leblanc. Je vais là-dessus parce qu'en fait, c'est vrai qu'on dit qu'il faut communiquer, il faut dire la vérité. Mais en fait, c'est un vœu pieux. On reste des humains, donc on a forcément des choses à cacher, on a envie de tout dire. Et ça, c'est pas la technologie qui va le changer. Vous savez, les grandes théories de la communication sur le message, l'émetteur, ça a été travaillé dans la communication politique. Comment il faut que j'ai ma posture, travailler ma voix, ma position, prendre les mêmes postures que mes collègues si jamais j'ai envie de les faire adhérer à moi. Voilà. Donc en fait, tout ça c'est sur l'attitude. La communication non verbale. Voilà. On a travaillé sur le message, en fait, c'est-à-dire toute l'informatique, c'est comment travailler le message, comment travailler la forme, etc. Et on travaille très peu sur le récepteur. Et en fait, le problème de la communication, c'est souvent de l'incommunication, parce que le récepteur n'est pas là, il n'a pas envie, etc. Et ça, c'est connaître un peu les valeurs humaines. C'est reconnaître finalement, ça va arriver, on le sait. Donc à partir de là, on va faire en sorte, peut-être qu'on ne sera pas transparent tout le temps, mais s'il y a un deuxième rendez-vous, on va s'appuyer sur le premier pour faire des choses. Enfin, c'est cette lucidité plutôt qu'une transparence. Parce qu'une transparence, il n'y en aura pas. Et la technique n'arrivera jamais à faire de la transparence. On cherche à remplacer l'opacité humaine par une espèce de volonté d'unification technique. En fait, elle n'existe pas. Il reste une opacité humaine, on en a besoin pour créer sa personne, etc. Donc ce qu'il faut, c'est plutôt de la lucidité que la transparence. Donc à nouveau, l'humain est irremplaçable. Vous écoutez, vous êtes tous les quatre d'accord là-dessus, dans ce domaine-là. Dernière question sur cette table ronde. Après avoir parlé de comment est-ce qu'on attire, comment est-ce qu'on forme, comment est-ce qu'on fait évoluer maintenant, puisque
on a à peu près une idée claire sur le fait que les choses vont changer. On a à peu près cette certitude-là. Je vous ai pas mal interrogé dans mes questions en amont sur l'obsolescence, cette obsolescence un peu programmée, entre guillemets, qui va frapper des compétences techniques. Donc c'est compliqué. On entendait Laurent Simon nous dire que l'Anserve, ils étaient agiles et que donc du coup, ils étaient capables d'une année sur l'autre de créer de nouvelles options. Est-ce que ça veut dire que dans 10 ans, tous les cours auront changé? Alors peut-être qu'on continuera d'apprendre à faire du C, mais peut-être que tout le reste aura changé. Donc j'ai envie de vous challenger un petit peu sur cette question-là, messieurs. Et puis d'ailleurs, je donne la parole à Laurent Simon. Justement, comment est-ce qu'on arrive à faire évoluer? C'est-à-dire que vous qui avez ce niveau de responsabilité sur les filières, comment est-ce que vous vous dites qu'à la fin de la journée, une fois que vous avez validé un petit peu votre programme pédagogique, vous dire, bon là, finalement je reviens un peu à ma question tout à l'heure, là, je sais que leur employabilité, elle est acquise. Et que si jamais j'ai raté un sujet pédago ou une chose qu'on n'a pas vue dans l'année, c'est pas grave, ils sauront y aller parce qu'ils auront appris à apprendre. Comment on arrive à faire ça? On fait ça parce que ça se passe dans le dernier semestre de leur formation. C'est-à-dire que les 2 années principales donc en école d'ingé, c'est un socle fondamental qui de toute façon reste vrai. C'est-à-dire que les fondamentaux de l'informatique sont vrais dans 20 ans. Derrière, il y a des problématiques de complexité algorithmique, il y a des problèmes durs qui ne sont pas prêts d'être résolus. Alors, comme exemple, par exemple, on va prendre le quantique. Aujourd'hui, il y a des cours optionnels en 2e année qui font du quantique depuis, ça fait 5-6 ans. Et on commence à parler, à changer le cours optionnel en un peu moins d'heures, mais en tronc commun. Et puis on discute aussi avec l'équipe pédagogique de voir si on ne peut pas avoir également, peut-être avec l'université, une formation en quantique, un master spécialisé. Mais automatiquement, la première question, c'est oui, mais après, ils font quoi? Et donc là, on n'a pas encore répondu à la question. C'est trop tôt. Je pense qu'on n'est pas prêt à fournir un marché du travail avec des spécialisés en quantique, sauf à fournir l'université ou la recherche. Donc on ne le fait pas. Mais sur tous ces sujets, on est en embuscade. C'est-à-dire qu'on a un pool de sujets optionnels qui sont ouverts aux étudiants. Et on a déjà les formateurs, déjà les enseignants, et on est vigilant. Mais la question que vous posez de l'employabilité, elle fait partie. On fait pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'avant d'ouvrir ce semestre, on en discute entre nous, mais aussi on a un conseil d'école, on a des instances où on débat, où on défend un dossier, et la question de l'employabilité, évidemment, est au cœur de la question. Alors, j'ai envie de dire, en informatique, à la limite, c'est pas grave, parce que qu'on les forme à n'importe quoi, ils auront un boulot de toute façon après. Oui. Est-ce que vous vous ouvrez aussi au privé? Est-ce que vous accueillez aussi par exemple des salariés d'entreprise? Parce que finalement, quand on regarde sur le marché total de qui faut-il former, c'est surtout les gens qui ont un boulot qui ont besoin d'être formés. Alors, on s'ouvre de plus en plus à la formation continue. Et également, donc, je reparle de l'université, mais dans tous les appels à projets de recherche ou structurants, il y a une composante de formation tout au long de la vie qui est présente. Elle n'était pas présente il y a 10 ans, il y a 15 ans, et maintenant, c'est une vraie demande. Et c'est une vraie prise de conscience aussi des écoles d'ingé et de l'université, que leur travail, c'est aussi de former les gens après. Et il y en a aussi à l'ENSC, il y a des semaines. Donc, nous, on a un DU en cybersécurité, donc un diplôme universitaire où on forme des gens qui sont en poste. Il y a une formation sur 5 jours en IA, l'ENSC. On aura peut-être une formation en IA tout au long de l'année pour les formations continues. On a aussi de l'apprentissage. On s'ouvre à tout un tas de filières comme ça, effectivement. Ouais. Benjamin Notelet, la formation continue, est-ce que c'est un sujet pour vous ou c'est trop lointain, c'est pas une option? Est-ce que c'est un joker parfois que vous sortez de votre poche de recruteur en disant là j'ai trouvé un mouton, il a 4 pattes et demie, je pense qu'on lui fait un petit coup de formation continue et tu verras, il y a une 5e patte qui va pousser? Alors on est force de proposition par rapport à ça, et c'est notre rôle de conseil. Et justement, c'est ce que je disais, c'est le fameux 70-30 ou 80-20 par rapport à des compétences, des soft skills, etc. Donc oui, on est force de proposition, il faut l'être. Et c'est vraiment notre rôle, je parlerai même d'éducation de nos clients, et de leur dire, voilà, la réalité, elle est là. Et finalement, c'est votre candidat ou votre candidate, mais il faut la former.
Donc on a déjà créé des partenariats voilà, avec des écoles par l'ICAM par exemple, qui font des formations aussi continues et qui nous ont permis d'aller au bout d'un processus de recrutement. Très clair. Benoît Leblanc, j'ai envie de rebondir suite aux propos de Benjamin Notelet. Tout à l'heure, vous nous avez fait un petit peu une chronologie un peu éclair, en disant 1980-2000, numérisation des écrans. 2000-2020, je ne crois pas que vous l'ayez précisé, mais je le précise. Le monde numérique, quelque part, préexiste avant le monde physique. Ce sont vos mots que je cite. Et donc j'ai envie de vous interroger, et puis je pense que tout le monde va passer à la casserole. 2020-2040, what else? Que se passe-t-il? C'est un peu de science-fiction. Tout à l'heure, Laurent Simon nous disait, dans 20 ans, moi je sais que ce que je leur ai appris, ça leur servira encore. Oui, ça je crois aussi. C'est vrai qu'il faut une certaine lucidité. Alors bon, il y a tous les profils, hein. Il y a les chênes et les roseaux. Bon, c'est certain que si jamais les chênes pouvaient se plier comme les roseaux, ça serait dangereux en forêt. Si jamais les roseaux étaient aussi rigides que des chênes, ça serait compliqué dans les marais. Donc en fait, chacun a sa particularité et je crois que c'est cette diversité qui est là. Ce qui est en train de se passer, donc on le disait, numérisation, effectivement, monde virtuel actuellement. Actuellement, il n'y a pas un objet comme une voiture, enfin, n'importe quel objet est fabriqué virtuellement avant d'être réalisé physiquement. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui préexistent dans un monde virtuel avant d'avoir une réalité physique. Mais tout, même les gobelets, etc. Enfin, c'est vraiment impressionnant comment on a changé l'esprit de travail en 20 ou 30 ans. Alors donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On peut voir que les capteurs qu'il y a partout vont nous amener toute une série d'informations sur l'usage, sur la façon dont les choses sont utilisées, s'usent aussi, la façon dont elles vieillissent, la façon dont ça se met en place. Et donc il va falloir avoir toute une production, parce qu'on parlait pour l'industrie, les entreprises, d'intégrer ça. Donc avec la numérisation, ça a été les systèmes d'information, d'accord ? Avec tout ce qui est en train de se passer, les big data, etc., l'IA, on a peut-être des systèmes de recommandation, des systèmes qu'il va y avoir qui vont arriver. Et qu'est-ce qui va se passer après? C'est une espèce de suite. Alors, il y a deux perspectives, comme toujours, hein. Soit on fait bêtement les choses, c'est-à-dire qu'en fait, on prend les exemples que l'IA nous donne en disant, voilà, c'est ça qui est bon, il faut faire ça, ok. Et puis finalement, on va faire que reproduire ce qui existait avant, parce que la machine ne va pas l'inventer. Soit on fait table rase, ou on rebondit. Enfin, voilà, il y a plusieurs scénarios qui vont se faire. Mais je crois que on va l'inventer ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terreur à voir ce qui va se passer. C'est pas un monde. C'est juste qu'il y aura plus de capteurs, plus de données, donc on aura plus d'informations. Mais il faut garder ce sens, cette signification qu'on peut avoir dans notre regard, quoi. Et une réalité aussi économique qui va perdurer. On n'a pas prononcé beaucoup de chiffres là au cours de cette table ronde. Je vais quand même en prononcer un. Former un ingénieur à l'année, ça coûte 12 000 euros. 12 000 euros, mais ça rapporte beaucoup plus aux entreprises, évidemment. Oui, c'est certain. Quand on cherche finalement à pas forcément un profit, mais au moins optimiser les choses, je veux dire. C'est vrai qu'on est obligé d'avoir des personnes, ces personnes, il faut qu'elles soient formées, etc., etc. Former un ingénieur, en France, dans le secteur public, c'est environ 12 000 euros par an, effectivement, quand on met tous les coûts, c'est-à-dire qu'il y a tous les coûts qui sont supportés par les impôts, donc on ne se rend pas forcément compte de ça. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut avoir peut-être des entreprises qui vont se souder entre elles, se mettre ensemble pour pouvoir demander une formation. Vous voyez, enfin, on peut inventer des choses. Les plateformes qui existent de mise en relation, elles vont peut-être exister entre des associations, des coopérations, des coopératives d'entreprises. Il y en a plusieurs, hein. French Tech, Digital Aquitaine, on en a beaucoup dans la région. Mais peut-être que des entreprises vont se mettre ensemble pour dire, voilà, nous, ça nous intéresserait d'avoir une formation de ce type-là. Et nous, école d'ingénieurs, peut-être qu'on va être capable de répondre à cette formation-là. Donc il va y avoir des nouvelles choses qui vont être inventées dans cette diversité, et pas forcément, comme on le disait tout à l'heure, avec une formation initiale, avec des jeunes. Je pense que ça sera beaucoup plus pluriel, en fait, la suite. Pendant le Covid, il y a eu beaucoup d'écoles qui, je pense, ont pris peur, se sont dit il y a une accélération un peu à marche forcée de la digitalisation et des supports pédagogiques. Est-ce que demain, on ne va pas donner des cours en visio? Et surtout, est-ce que demain, on aura besoin encore d'avoir des murs, finalement? Et en fait, on est un petit peu sorti plus ou moins du Covid, hein, et on se rend compte que non, on a absolument besoin de se rencontrer, que l'accès à la connaissance, ça passe par justement une rencontre avec un enseignant. On peut inventer des choses, c'est-à-dire qu'on voit que le coworking se développe énormément en entreprise.
Donc certaines entreprises vont en pâtir. Parce que s'il n'y a plus d'esprit au niveau de l'entreprise, si on n'est plus capable d'accueillir un jeune en lui expliquant quel est l'organigramme dans l'entreprise, comment ça fonctionne, enfin, c'est pas forcément que l'esprit de l'entreprise, c'est juste comment on s'est mis ensemble collectivement pour s'accorder que c'est comme ça qu'on travaille. Voilà, il peut venir le jeune en changeant tout, mais bon, il faut qu'il y ait une raison quand même. Donc si jamais il n'a pas de moyen d'acquérir ça, tous ces éléments qui se font à la machine à café finalement, il va falloir trouver d'autres moyens de le faire. Il va falloir en trouver d'autres. Mais je suis persuadé qu'on va inventer d'autres choses. C'est-à-dire que si la contrainte, elle est parce qu'à cause d'un virus, on ne peut plus être ensemble, on ne peut plus être à côté, on va inventer des choses. Il faut quand même voir qu'on a des outils, et ces outils vont nous permettre de faire des choses. Vous donniez à la précédente table ronde l'image du marteau, en disant celui qui a un marteau, il voit des clous partout. Oui. Moi, ce que j'espère, c'est que ce n'est pas au marteau qu'on enseigne nos élèves. On leur enseigne la boussole. Et quand on a une boussole, eh bien, on voit des directions partout. Très, très belle image. Et je ne sais pas si ce sera le mot de la fin. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose après ces paroles? Oui, Benjamin Otley. je rebondis directement, parce que c'est le côté un peu attiré, et moi je suis plus dans ce domaine-là, mais attirer, c'est, je parle de l'entreprise vis-à-vis du candidat, ou l'inverse d'ailleurs, c'est raconter une histoire, une vraie histoire qui est propre à l'identité de l'entreprise, sa culture. Effectivement, c'est dur de le faire en visio. Là, on en a une belle histoire, justement. On leur apprend pas à devenir des marteaux, on leur apprend à utiliser une boussole. C'est une belle histoire, ça fera un bon employeur. Je pense que c'est une belle métaphore. Et après, ça dépend encore une fois des métiers. Les métiers dans l'IT, et on entend beaucoup du full remote, voilà, c'est des choix candidats. Donc qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on leur propose? Après, je pense que ça n'empêche pas de faire des team building et de se retrouver et de partager un bon moment. Alors, j'entends beaucoup de patrons d'entreprises chez les startups ou des boîtes très tech, justement, qui se posent la question du full remote et qui ont très très peur que l'identité de l'entreprise vienne se dissoudre dans ces rapports humains. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous observez quelque chose à ce niveau-là? Donc le travail à distance généralisé. Je pense, et c'est un ressenti, qu'aujourd'hui, post-Covid, il y a eu certaines séquelles pour beaucoup d'entre nous. On a tous eu le sentiment d'être un peu seul, je pense, en tout cas d'avoir à tester le télétravail et de se dire il manque mes collègues, il manque peut-être un petit peu de contrôle, je ne sais pas, ça dépend de chacun. Pour les jeunes recrues, c'est pas forcément motivant d'intégrer une organisation dans laquelle finalement on se retrouve un petit peu tout seul chez soi. Alors ça convient très bien à certaines personnes, mais je pense que la majorité ont besoin d'un petit peu de cadre et surtout d'avoir une vision et d'avancer en équipe. Donc voilà, c'est un risque qu'il faut apprendre à maîtriser. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Messieurs, je vous remercie de votre participation. On peut les applaudir.